Si je vous dis Bordeaux, vous voyez sûrement les belles propriétés, des vins reconnus, souvent chers, des caves avec des barriques à perte de vue. Bon, ça c'est un peu le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Parce que oui, Bordeaux c'est un peu ça, mais pas seulement. Alors dans cet épisode, on vous propose de remettre les choses à plat et de redécouvrir le vignoble de Bordeaux. Alors pour commencer, j'avais une info qui me semblait assez intéressante. Bordeaux, c'est la plus grande appellation de France, à la fois en volume et en valeur. Notamment parce qu'on y trouve de très nombreux châteaux très prestigieux, mais on verra qu'il n'y a pas que ça à Bordeaux. Alors Bordeaux, là on est quand même bien plus au sud que les deux régions qu'on avait vues dans les derniers épisodes, la Loire et l'Alsace. Oui, et donc forcément le climat est aussi très différent, surtout qu'on est proche de la côte. Donc le climat, c'est océanique tempéré, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de risque de gelée printanière. Ça, c'est un vrai avantage. Il n'y a pas non plus vraiment de risque de sécheresse parce qu'il y a de l'eau de manière régulière tout au long de l'année. Alors attention quand même à la pourriture. C'est un peu la difficulté quand dans les climats très humides. Ça peut être plus difficile de faire du bio par exemple, mais il y en a qui y arrivent quand même. Et ça peut beaucoup varier d'une année à l'autre. Donc les millésimes sont différents les uns des autres. C'est pas très uniforme à cause du climat finalement. Donc ça c'est la partie climat. Après côté géographie, on situe à peu près Bordeaux, mais concrètement le vignoble bordelais il s'étend de où à où ? Alors, ça va beaucoup plus loin que la ville de Bordeaux. Ça commence bien avant. Alors, on répartit le vignoble de Bordeaux, grosso modo, en 3 zones, autour de la Garonne et de la Dordogne. Donc, il y a la rive gauche. La rive gauche, c'est les Graves, Pessac-Léognan, le Médoc, Saint-Estèphe, Pauillac, et aussi Sauternes, un peu dans la partie plus sudiste. Donc elle se trouve sur la rive gauche de la Garonne. Au début, la Garonne toute seule, et au niveau des Graves, là, par là. Et puis ensuite, la Garonne et la Dordogne qui forment l'estuaire de la Gironde. Plus on remonte vers l'océan. En montant vers le nord. Après, il y a la rive droite. Alors, la rive droite, c'est Pomerol, Saint-Émilion, les côtes de Castillon, c'est ce qu'on appelle le Libournais, en gros. Et puis, il y a aussi, un peu plus au nord, les côtes de Blaye et les côtes de Bourg, qui font face au Médoc, finalement, mais de l'autre côté. Donc, la rive droite de la Dordogne, puis rive droite de l'estuaire de la Gironde, à l'endroit où les deux se rejoignent. Voilà. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle l'entre-deux-mers, puisqu'on est entre les deux fleuves, avant qu'ils se rejoignent. Il n'y a pas vraiment d'appellation plus reconnue, mais c'est là où on trouve les appellations, je dis génériques, c'est pas du tout péjoratif, mais les appellations régionales, on va dire, Bordeaux, Bordeaux supérieur, et puis entre-deux-mers, qui n'existe que pour les vins blancs, pour le moment. Oui, donc vin blanc, vin rouge, on aura l'occasion d'en reparler. Mais j'imagine que si on a bien délimité comme ça ces trois un peu sous-régions, est-ce que c'est parce qu'on ne retrouve justement pas les mêmes styles de vin selon ces zones géographiques ? Alors oui, effectivement, même s'ils sont quand même liés à des sous-régions, les rendant moins génériques, comme ça leur donne une identité. Et au niveau des cépages, on va dire que en fait, on retrouve les cépages principaux dans chaque zone, mais dans des proportions différentes. On va voir ça aussi. J'espère que tu vas me poser la question. Justement, on parlait avant des couleurs, là on parle des cépages. Je te propose peut-être de commencer par les rouges, puisque c'est quand même la majorité des vins qu'on retrouve à Bordeaux. Oui, alors effectivement, il y a surtout des rouges, ça représente même 85% de la production totale de tout le Bordelais. Donc c'est vraiment énorme, et dans ces 85%, on va retrouver 3 cépages principaux, le Merlot, le Cabernet Sauvignon et le Cabernet Franc. Il y a aussi du Malbec, du Petit Verdot, du Carmenère, on en parle un peu moins, c'est des cépages plus minoritaires. Alors, pour les répartir, globalement, rive droite, c'est le royaume du Merlot. Les sols sont argilo-calcaires, ça correspond très bien à ce cépage. Le Merlot, sa particularité, c'est qu'il a à peu près 15 jours d'avance en maturité que les Cabernet, Sauvignon et Franc. Donc, ça permet aussi de récolter l'un
de commencer la fermentation et puis ensuite d'enchaîner sur la récolte de l'autre ou des autres. Donc, rive droite, il y a surtout du merlot. Mais il est quand même assemblé, comme on vient de le voir, le plus souvent avec du cabernet franc, qui correspond mieux à cet endroit-là. Voilà. Donc, ça c'est globalement rive droite, merlot majoritaire, cabernet franc minoritaire, parfois un petit peu de Malbec, un peu de Cabernet Sauvignon, mais voilà, principalement ces deux-là. Ensuite, globalement, rive gauche, et là on inverse un petit peu. Il y a une majorité de Cabernet, mais cette fois de Cabernet Sauvignon. Les sols sont caillouteux, on appelle ça même des sols de grave, des petits cailloux blancs là qui parsèment. Il y a les croupes graveleuses qui sont vraiment très très propices au Cabernet Sauvignon, qui fait des vins plutôt solides, des vins un peu plus, on va dire, plutôt taillés pour la garde. Et ainsi, on assemble avec du merlot, un peu de cabernet franc, un peu de petit verre d'eau. Voilà, là, c'est histoire d'améliorer un petit peu la palette aromatique, d'ajouter de la finesse, etc. Mais on a du cabernet sauvignon et du merlot de manière majoritaire. Et alors justement, tu disais que le cabernet sauvignon, il apporte un peu plus de puissance. C'est quoi la différence Il y a une différence de typologie entre les vins rive gauche, rive droite ? Alors, les vins sont assez différents. Effectivement, quand on fait ces grandes dégustations à l'aveugle, avec un grand point d'interrogation, dites si c'est rive droite ou rive gauche, en fait, on va reconnaître assez facilement l'apport de merlot sur la rive droite, parce que ça va faire des vins qui ont une sorte de patine, un côté plutôt lisse, comme le merlot apporte un peu plus de sucrosité à l'assemblage, alors que la majorité de Cabernet Sauvignon va donner ce côté plus assis, plus structuré, plus charpenté, avec le merlot qui va juste arrondir un petit peu les angles. Donc oui, effectivement, avec un petit peu d'expérience, on arrive bien à reconnaître les deux. Et ensuite, du coup, on a l'entre-deux-mer. Oui, alors, l'entre-deux-mer, c'est là qu'on trouve finalement la majorité, le plus gros volume des vins de Bordeaux. Les Bordeaux plus accessibles. Les rouges, c'est principalement du merlot, très souvent en monocépage. Comme je disais tout à l'heure, le merlot, c'est facile, c'est rond. Et si l'apport du terroir, comme on peut trouver à Saint-Émilion ou à Pomerol, où le terroir a une forte personnalité, quand le terroir est un petit peu plus uniforme, un peu plus neutre, on va dire, finalement, on a besoin d'avoir ces cépages qui donnent de la rondeur, qui sont accessibles tout de suite. Donc là, on a du merlot pour les rouges. Et en blanc, on a 2 cépages, surtout du sauvignon, voilà, pour son côté aromatique, et du sémillon qui apporte un peu plus de chair. On a aussi de la muscadelle, de l'uni blanc, ça c'est un petit peu plus minoritaire. Donc les blancs de l'entre-deux-mer. Oui. La même chose pour les blancs des autres régions ? Alors les cépages sont utilisés partout, même s'il y a quand même pas beaucoup de vin blanc, à part dans les graves, avec la petite zone des Pessac-Léognan qui produit les grands vins blancs bordelais. Et puis, de manière plus anecdotique, on s'aperçoit qu'on replante beaucoup de blancs dans plein de zones différentes, même le Médoc, et même rive droite d'ailleurs, pour retrouver un peu ce qui se faisait il y a longtemps. On produisait des vins blancs il y a déjà un grand moment, on avait abandonné cette idée, quand les vins rouges se vendaient mieux. Et puis, il y a évidemment les sauternes. Faut pas oublier. Les sauternes, avec un microclimat particulier, où le sémillon, là, est le roi des sauternes, et Barsac, appellation un peu plus prestigieuse, un peu moins régionale. Et donc, le sémillon apporte cette rondeur, cette belle sucrosité, et surtout est beaucoup plus propice à attraper les caractéristiques de ce champignon magique, on va dire, le champignon microscopique, bien sûr, qui s'appelle le Botrytis cinerea, et qui vient s'installer là grâce à un petit cours d'eau qui s'appelle le Ciron, et qui permet, dans les premiers jours d'automne, avec des matins un peu brumeux, un peu humides, et puis encore des très belles journées très ensoleillées, qui vont assécher la prise de pourriture qu'on aurait pu avoir avec l'humidité du matin, et créer ainsi des baies complètement flétries, mais pleines d'arômes
exceptionnels, incroyables, qui font des vins qui sont d'une résistance au temps absolument incroyable. Donc ça, c'était oui, le microclimat de Sauternes, comme tu disais. Et du coup, à partir du cépage sémillon. Voilà. Et tu disais qu'il y a aussi du sauvignon blanc. Il y a aussi du sauvignon et de la muscadelle. Alors, le sauvignon, ça apporte des arômes, on connaît bien, hein, le sauvignon, ça apporte de l'acidité, ça équilibre les vins, ça donne de la fraîcheur. Et puis, la muscadelle a la particularité d'avoir une intensité aromatique assez extraordinaire. Alors, on le trouve jamais, ou quasiment jamais en 100%, mais très intéressant en assemblage pour ajouter une petite touche d'une gamme aromatique supplémentaire. Et donc en version sec, puisque Sauternes, du coup, on était sur une version moelleux, mais sur le sec, là, c'est surtout dans l'entre-deux-mer, avec assemblage Sauvignon, Muscadelle, Sémillon, c'est ça ? Oui. Dans l'entre-deux-mer, il y a surtout du Sauvignon. Parfois, il y a du Sauvignon et de la Muscadelle en assemblage. Du Sauvignon et du Sémillon en assemblage. Et puis parfois, un petit peu de Muscadelle si on en a dans sa propriété. Mais c'est pas toujours le cas. Donc maintenant qu'on a un bon aperçu du vignoble bordelais, je voulais voir un petit peu avec toi quelques idées reçues qu'on a parfois sur les vins de Bordeaux. La première étant, est-ce que les vins de Bordeaux, il faut forcément les laisser vieillir ? Alors ça, c'est quelque chose qui est historique. Hein, les gens ont des caves. On peut dire que traditionnellement, tout bon consommateur a une cave de conservation et achète des vins bien en avance et les consomme plusieurs années plus tard. On est quand même en 2025, les choses ont bien changé, déjà depuis un grand moment. Et surtout, l'œnologie a fait beaucoup de progrès, notamment dans la récolte des raisins à une maturité plus optimale. L'apport du merlot aussi l'apport du merlot progressif et de plus en plus marqué, permet aussi de faire des vins qui sont accessibles plus rapidement. Et puis il y a évidemment toute cette idée d'élevage en barrique. L'élevage en fût de chêne apporte des tanins supplémentaires. Tout à la fois lisse un peu les tanins. Donc selon l'âge des barriques, plus elles sont jeunes, plus elles ont des tanins, et plus elles sont vieilles, et plus elles ont un rôle plutôt d'oxygénation pour affiner les tanins. Ou alors un assemblage de tout un tas dans un parc à barriques, on peut en avoir des jeunes, des moins jeunes, etc. pour bien équilibrer tout ça. Mais aujourd'hui, on fait des vins qui sont plus accessibles, plus vite. On est un peu loin aujourd'hui des Bordeaux un peu poussiéreux, qui ont vraiment le côté barriqué à mort. Et voilà, on a des vins qui sont plus accessibles et plus portés sur le fruit, la matière première, en gros, plus que sur la partie élevage qui serait trop marquée. Et donc qu'on peut boire jeune. Mais oui, c'est un peu l'avantage. Jeune ou en tout cas de ne pas attendre trop longtemps avant de les garder, avant de les ouvrir, parce qu'on ne peut pas les garder. Et c'est moins la peine, surtout. Et c'est vrai d'ailleurs, nos abonnés l'ont bien remarqué, hein, chez 3x20, on a assez régulièrement des vins de Bordeaux. C'est une région, il n'y a pas de boycott d'aucune région chez 3x20. Au contraire, j'aime bien pouvoir montrer un peu des contre-exemples pour montrer que Bordeaux, c'est à la fois un vignoble historique, mais c'est aussi un vignoble très jeune, avec tout un tas de vignerons qui font des vins modernes et pas du tout poussiéreux. Et alors, deuxième idée reçue, que les bons Bordeaux sont toujours chers. Alors, oui, ça c'est une idée reçue et même un peu tenace. Comme je viens de le dire, chez 3x20, on n'a pas forcément des vins chers, et même très très rarement. Donc, si j'en ai choisi, c'est qu'il y en a qui sont pas très chers. Mais faut pas oublier quand même que les grands crus classés, ça ne représente que 5% de la production bordelaise. N'oublions jamais ça. Les grands crus classés, c'est une chose, mais il y a tout le reste qui finalement ne demande qu'à être connu et qui sont magnifiques, qui ne sont pas du tout forcément des vins chers. Au contraire, la majorité des vins de Bordeaux sont des vins très accessibles et il y en a énormément, entre 10 et 15 euros, qui sont époustouflants de qualité. Et tu parlais justement de grands crus classés. Le classement à Bordeaux, je sais que c'est un peu différent des autres régions. Est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit topo rapidement ? Oui, effectivement, quand on dit classement, déjà il y en a plusieurs. Là, je parlais des grands crus classés, ça c'est le classement de 1855.
où une 60aine de propriétés ont été classées selon leur notoriété à l'époque, leur prix de vente finalement à l'époque. C'est un classement qui n'a pas bougé à part une seule exception en 1973. Évidemment, c'est ni les mêmes propriétaires, ni la même manière de faire, donc forcément il y a eu des changements, et il y a des 5e grands crus classés qui ont le niveau de second, et vice-versa aujourd'hui. Mais il y a aussi d'autres classements, tels le classement des Saint-Émilion, le classement des Graves, les crus bourgeois, les crus artisans. Voilà, il y a tout un tas de classements, mais ce sont des classements de propriété. Ce ne sont pas des classements de terroir. C'est pas le sol qui est classé, c'est finalement un peu les marques commerciales qui sont bénéficiaires de ces classements. Donc ça, c'est un petit peu différent de ce qu'on avait vu précédemment en Alsace, en Bourgogne ou en Champagne, par exemple. En Bourgogne, qu'on verra dans un épisode bientôt. Alors pour terminer, on parle assez peu d'actualité dans Bruit de cave, mais je voulais quand même faire un point sur celle de Bordeaux parce qu'on lit beaucoup et de plus en plus que le vignoble bordelais est en crise. Alors ça veut dire quoi? C'est quoi la situation exactement en ce moment? Bon, effectivement, c'est vraiment une région qui est un peu en difficulté. Au final, il y a un peu trop d'offres par rapport à la demande. Il y a une claire déconsommation. On est à moins 30% en 10 ans, ce qui est quand même beaucoup. Et surtout, les gens consomment de manière différentes. Les exportations ont baissé. Ça, c'est un vignoble qui s'était énormément développé à destination d'autres pays qui achètent moins depuis quelques années. Donc, c'était une part importante des revenus des propriétés. Comme on disait tout à l'heure, l'image est un peu vieillissante. Le style est encore pour quelques-uns un peu différent de ce qui est attendu aujourd'hui. Donc, à nous tous consommateurs, en choisissant bien, ou à nous 3x20 de montrer que c'est différent aujourd'hui. Donc il y a tout un plan d'arrachage de vignes pour permettre aux propriétés de sortir un peu la tête de l'eau et d'éviter des faillites et de la surproduction qui ne trouve plus d'achat. C'est quand même dommage. Alors voilà, certains tentent de se moderniser, super. Les nouvelles générations l'ont compris. Alors ça correspond pas du tout, cette description-là, c'est pas du tout les grands crus. Eux, ça va, hein. Mais voilà, pour le reste de la production, c'est vrai que c'est difficile en ce moment. Ok, donc effectivement, grand défi à relever pour les vignerons de la région. Alors dans le prochain épisode, on parlera des verres, et plus précisément pourquoi c'est important de boire son vin dans des verres à pied, plutôt qu'un gobelet en métal par exemple, comme à l'ancienne. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos contenus sur nos autres réseaux, Instagram, Facebook, YouTube et Pinterest. Et pour passer à la dégustation, je vous donne rendez-vous sur notre site 3x20.com où vous retrouverez toutes nos boxes de vin et notre sélection de petits domaines confidentiels.